Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme féminin Tour de France avec la présentation de la 5e étape de ce Tour de France. On va revenir sur le parcours, la gastronomie, le tourisme ou encore les favorites pour cette étape qui est moins facile qu'il n'y paraît. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et on commence tout de suite avec cette journée, cette 5e journée de course déjà. Alors même si bon, la première étape était très courte, on est quand même déjà au 5e jour. C'est vrai que chez les filles, on n'a pas autant de courses par étape que chez les garçons. Et surtout, beaucoup de courses par étape durent 4 jours. Donc autant vous dire que quand on attaque la 5e journée, c'est pas si habituel que ça du côté des filles. Et puis avec encore du kilométrage, 165 km, 165, 166 km de prévu. Ce qui, du côté des filles, est un très gros kilométrage, parce que je rappelle qu'on n'a pas de Milan-San Remo qui fait 300 km. Les classiques ne font pas 250 non plus. Donc on est sur un kilométrage assez important et les filles ne sont pas habituées à l'entraînement de faire autant de kilomètres. Pour certaines, c'est la deuxième fois sur ce Tour de France qu'elles vont faire autant de kilomètres sur une journée de compétition. Donc ça va faire mal parce que toutes les difficultés sont regroupées dans les 40 derniers kilomètres. C'est-à-dire toutes les grosses difficultés de ce parcours sont regroupées dans les 40 derniers kilomètres, c'est-à-dire dans l'heure de course qui va être la plus dure, la dernière heure. Vous savez, sur les classiques ardennaises, sur les classiques flandriennes, les écarts se font pas au bout de 2 heures de course, ils se font souvent dans les 2 dernières heures, et la dernière heure de course est souvent la plus dure, c'est là où vous avez des coureurs qui s'écroulent complètement, et des coureurs qui, à l'inverse, arrivent à retrouver un petit peu de l'énergie, à remonter des grappes de coureurs. Et bien là, c'est ce qui risque de se passer dans cette dernière heure de course. Moi, je ne serais pas surpris qu'on ait un peloton que de 30 ou 35 filles à l'arrivée, peut-être une petite quarantaine, voilà, on pourrait dire, mais qu'on ait un peloton assez réduit avec des filles qui se fassent éliminer dès les premières difficultés, même si elles ne sont pas dures, parce qu'elles n'arriveront pas à rechanger de rythme, tout simplement. À se mettre dans un rythme plus important. Surtout qu'il faut quand même se dire que sur une partie de l'étape, on prend des routes que l'on utilise sur le Tour du Limousin. Et vous savez très bien que les routes sur le Tour du Limousin, c'est pas toujours des routes exceptionnelles, notamment sur la qualité du grain de la route qui est souvent, c'est souvent du gros grain, comme on pourrait dire. Et ça ralentit pas mal les concurrents, donc ça veut dire qu'il faut mettre pas mal de watts pour avancer, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça peut être vraiment une journée difficile pour les concurrentes de ce Tour de France. C'est le début, on va dire, des ennuis. De toute manière, le final de cette étape numéro 5, parce qu'après, il n'y aura plus d'étape facile. Demain, on a une étape vers Clermont qui va être extrêmement dure. Et puis même l'étape de Bourg-en-Bresse et le week-end sera compliqué. Donc on a 4 dernières journées de compétition qui vont être difficiles. Donc jusqu'à maintenant, on a eu du facile. Et à partir de maintenant, ça va être quand même du beaucoup plus compliqué. C'est forcément un nom important qui va gagner cette étape. Moi, je pense. C'est forcément un des grands noms du cyclisme féminin qui va s'imposer. Et c'est une journée qui n'est pas vraiment intéressante également pour les échappées. Encore une fois, les difficultés sont dans les 40 derniers kilomètres, mais les carottes sont dans les 40 derniers kilomètres. Le sprint intermédiaire, qui est le premier moment important de la journée, il est à 39 km de l'arrivée. Donc en gros, il y a peu de chances que vous arriviez avec suffisamment d'avance pour prendre des sous-sous pour marquer suffisamment de points, ce qui est pas forcément l'idéal dans ce genre de situation. Mais oui, étape intéressante. Voilà, étape intéressante parce qu'elle est dure, mais en même temps, ça va pas être évident de faire des différences. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, donc il va falloir être costaud sur cette journée. On regarde tout de suite le dénivelé positif. 1843 mètres, c'est la 5e étape dans ce classement, tout simplement. Voilà, 5e étape et 5e étape du côté du classement. Du dénivelé positif, ce qui arrivera ensuite sera
bien plus dur. On regarde tout de suite le parcours. On part donc de Chasseneuil-du-Poitou, qui est en fait la commune du Futuroscope, pour aller du côté de Guéret. 166 km au programme, avec 2 côtes de 4e catégorie, une côte de 3e catégorie. J'ai oublié de vous dire également, donc 2 et 2, 4 et 3, 7 points à marquer. Vous avez également 6 secondes de bonification ici et 10 à l'arrivée, donc ce qui fait 16 au maximum pour la vainqueur de cette étape. Toujours 25 points ici, et je pense que ça doit être 30 points à l'arrivée du côté de cette journée, ou peut-être 40, je ne sais pas. J'ai oublié de regarder précisément le nombre de points. Je peux vous le dire peut-être tout de suite, le nombre de points que l'on peut récupérer sur cette étape au niveau du maillot vert. Hop là, 25 points plus 30 points, donc c'est 55 points, voilà, au maximum que l'on pourra récupérer, voilà, du côté de cette journée. On regarde eh bien donc ce parcours un peu plus en détail. Donc on part de Chasseneuil-du-Poitou, début de journée qui sera commun au final de l'étape d'hier, par certaines communes, notamment la commune de Dissay qu'on avait déjà visité hier. On passe par Beaune, par Chauvigny, par Jouet et Journay. On va traverser la Vienne, et puis on arrivera la Haute-Vienne aussi. On arrivera du côté de la Creuse dans cette journée. Il y aura même un tout petit passage dans l'Indre, vers Tilly. Tout petit passage, voilà, dans l'Indre, dans le Berry, mais vraiment sur un court moment. Saint-Germain-Beaupré, et puis bon, premier moment important, c'est le sprint intermédiaire à Dun-le-Palestel. Vous vous souvenez de Dun-le-Palestel? Ça avait été un gros combat. Mats Pedersen, Coquard, sur ce sprint à Dun-le-Palestel, c'était sur une étape de Paris-Nice, avec un final qui a été vallonné. Et puis on passe par la côte de Chabannes, 1 km 4 à 5,2 de moyenne. Côte de Chabannes, voilà, qui est au kilomètre 130,5, c'est-à-dire à 36 km de l'arrivée. Donc le pied de cette côte de Chabannes, c'est le sprint intermédiaire à Dun-le-Palestel. Et puis on redescend timidement vers Bussière-Dunoise, qui sera le pied de la deuxième difficulté du jour, la côte de Pérou. 3 km 3 à 4,4 de moyenne, là encore. Et puis vous voyez, il y a des petites descentes après la côte de Pérou, mais entre la côte de Pérou et la côte de Maupuy, c'est tout en prise, c'est tout en faux plat montant. C'est 15 bornes en faux plat montant, ça va faire mal aux pattes. Ça va être exigeant, et puis ensuite, surtout que ça risque de rouler fort au niveau du placement. Et puis on arrive dans le final à la côte de Maupuy, qui sera au kilomètre 158, c'est-à-dire qu'on sera à 8 km de l'arrivée à ce moment-là, un peu moins de 8 km de l'arrivée pour cette côte de Maupuy, qui dure 2 km 700 à 5,3 de moyenne. Et surtout particularité, il y aura un sprint bonification à 1 km du sommet. Donc ça va inciter peut-être les filles à tenter des choses, voilà, avec ce sprint bonification qui ne sera pas au sommet de la côte précédente, mais à 1 km du sommet de la dernière difficulté du jour. Et puis ensuite on va plonger vers Guéret pour le final de cette étape. On regarde un petit peu le descriptif des derniers kilomètres. Vous voyez, donc la descente jusqu'à Guéret qui s'arrête à 2 km de l'arrivée. Puis ensuite, c'est en léger, très léger faux plat montant sur le dernier pendant 1 km, je dirais, jusqu'à 500 mètres de l'arrivée. On va être en léger faux plat montant du côté de cette arrivée. On regarde les passages un petit peu techniques de cette journée. Faire attention donc à la descente de la route de Maupuy, vous voyez, donc là ici on est encore dans la descente, donc voilà, avec cet enchaînement de virages qui va peut-être pas être évident pour les filles. Et puis là, ce passage là surtout, faudra faire attention, presque une chicane au final, un droit de gauche assez exigeant, et puis ensuite donc un rond-point où l'on passera seulement du côté de la droite. 2 ralentisseurs, on arrive aux 3 derniers kilomètres, il y aura encore un ralentisseur à 2 km de l'arrivée. Et puis après, un passage assez technique là, on passe par un rond-point, mais on va faire le tour du rond-point, et vous voyez qu'il y a un gros rétrécissement ici, donc il faudra faire attention, même si on sera sur du plat à cet endroit-là, de ne pas être déconcentré. Voilà, avant ce rond-point, on va faire tout le tour du rond-point. Et puis ensuite on arrive au dernier kilomètre, là encore
une courbe assez ouverte ici, et puis là, un virage assez technique. Voilà, encore un rond-point qui doit être à 500 mètres de l'arrivée. Je sais pas trop, il faudra le prendre par l'extérieur, ce rond-point, hein, donc du côté du rond-point Arfeuillères, et puis l'arrivée avenue Pierre Mendès France, une arrivée sur une ligne droite finale, voilà, de 400 mètres, 6 mètres de large. Du côté de cette arrivée, il faudrait éviter qu'on ait un peloton de 150 à ce moment-là, parce que ça peut être showtime hein, dans le final de cette étape, vu comment c'est technique. Allez, on regarde tout de suite le tourisme dans la région. Le tourisme, eh bien entendu, la ville de départ, Chasseneuil-du-Poitou. Donc, on va parler du Futuroscope du côté de Chasseneuil-du-Poitou. Alors, si vous regardez sur la page du Tour de France, je ne sais pas pourquoi, tout est en anglais du côté du Futuroscope. Ça n'a pas été traduit. Donc, ce Futuroscope qui a ouvert en 1987. Voilà, du côté du Futuroscope, donc à Chasseneuil. En partie sur Chasseneuil-du-Poitou et à Genêt-Marigny également. Voilà, il est à cheval sur ces deux communes. 35 hectares pour ce parc, plutôt ce parc d'attractions qui est plutôt sur la technologie, sur les nouveautés. Voilà, c'est pas forcément un parc d'attractions lié à un thème d'un dessin animé ou ce genre de choses. C'est plutôt lié voilà, aux nouvelles technologies, avec notamment les jeux vidéo. Vous aviez notamment des attractions à une époque avec les lapins crétins, je ne sais pas si c'est encore le cas. Et puis pas mal d'attractions un petit peu à sensation, voilà, avec aussi pas mal de cinéma en 3D, 4D, voilà, également du côté du Futuroscope. Le Futuroscope qui a appartenu à Amaury à la fin des années 90, début des années 2000, mais Amaury auquel appartient Amaury Sport Organisation, mais qui s'en était pas très bien débrouillé avec ce parc, a même failli le mettre en faillite. Et ensuite, ça a été repris notamment par le Conseil Général de la Vienne, avec l'appui du Premier ministre de l'époque, qui était Jean-Pierre Raffarin, qui était très attaché à cette région. Et on a bien entendu pas mal d'innovations également avec des réalisateurs du monde du cinéma, aussi des trucs liés avec l'eau aussi, pas mal. Donc voilà, un parc d'activités. Aujourd'hui, c'est à peu près le nombre de personnes qui vont au Futuroscope. Je crois qu'on est aux alentours des 2 millions. Je crois à peu près. Sur les derniers chiffres de visiteurs, voilà, 1 920 000 personnes à peu près, on est aux alentours voilà, des 2 millions de visiteurs chaque année du côté du parc du Futuroscope. Aujourd'hui, vous avez également des hôtels, vous avez également des visites nocturnes, voilà, donc pas mal de choses différentes. Vous avez même un spectacle de cirque robot, voilà, donc il y a pas mal de choses liées aussi avec la BBC. Du côté de ce lieu, vous avez également un technopole à côté. Voilà, il y a à peu près, génère environ 10 000 emplois, le site du Futuroscope, voilà, en 2011. Donc 1600 emplois liés aux activités du parc à elle seule. Voilà. On poursuit du côté du tourisme dans la région et on va aller donc à Beaune, pas à Beaune la commune avec le vin, Beaune avec le château, ici que vous voyez le château de Toufou, style médiéval et renaissance. C'est un château qui occupe une position dominante sur une terrasse de la rive gauche de la Vienne. Le premier donjon roman date du XIIe siècle, que j'ai un petit contre-jour qui est très désagréable sur mon écran. Le donjon qui, lui, va servir de résidence a été agrandi au XVe siècle. Voilà, avec un plan en quadrilatère, voilà. Alors, les aménagements au XVe siècle sont dus à Jean II Châtaignier de la Roche-Posay. La Roche-Posay, on était passé lors du Tour de France masculin. Et des propriétaires vont se succéder jusqu'en 1800
97 où il est acheté par la famille de Vergy qui l'occupe jusqu'en 66 et qui va perpétuer, on va dire, la tradition de la chasse à courre. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ça. Pas vraiment. Et le château de Bonne a accueilli des réfugiés mosellans en septembre 39. Il a aussi logé des soldats allemands. Donc ouais, hein, on se mettait pas trop en danger dans ce genre de situation. Très surprenant, voilà. Il y avait à la fois des réfugiés mosellans et des soldats allemands au même endroit. Voilà, donc il a été racheté en 66 par le publicitaire britannique David Ogilvy, dirigeant du plus grand groupe publicitaire mondial qui est mort en 99. Il appartient toujours à sa famille qui fait visiter ce château d'avril à septembre les week-ends. Voilà, et vous avez à l'intérieur des jardins remarquables. On va du côté de la commune de Chauvigny. Alors Chauvigny, c'est vraiment une ville qu'il faut aller visiter car vous avez à l'intérieur de Chauvigny, eh bien deux châteaux déjà à l'intérieur de Chauvigny. Alors là c'est le premier château, c'est le château d'Harcourt qui est en style médiéval. C'est le mieux conservé des châteaux chauvinois, l'un des membres de l'illustre famille normande des Harcourt. Voilà, et il reste 2 siècles en possession de cette famille avant de devenir la propriété des évêques de Poitiers en 1447. Alors au rez-de-chaussée, on trouve une prison voûtée, encore utilisée au 19e siècle. Et vous pouviez bloquer la porte extérieure pour bloquer celle du cachot. Voilà, ça permettait d'éviter que les gens arrivent à s'échapper. Et puis vous avez le château baronial. Alors je ne sais plus c'est dans quel sens au niveau des photos, parce que j'ai oublié de le noter. Bien entendu, c'est pas marqué ici. Je crois que je ne sais pas si je me suis pas trompé dans l'ordre, voilà. Mais le château baronial, qui lui date du 11e et du 15e siècle, qui est un style médiéval. C'est un édifice complexe d'une longueur de 80 mètres et d'une largeur de 50 mètres. Il fut souvent endommagé et remanié à la fin du XVIIe siècle, où il est déjà presque à l'abandon. On reconnaît une première enceinte avec entrée primitive et les ruines du château datent des années 1400, dont subsiste une impressionnante pan de muraille. Un impressionnant pan de muraille, voilà. L'état de ruine actuel du château résulte de sa vente comme bien national à la Révolution. Donc voilà, c'est bien ce que je me disais, je m'étais trompé dans les 2 photos. Donc ça, c'est le château en ruine, voilà, on le voit bien. Et ça, c'est donc le premier château dont je vous ai parlé. Voilà. On termine avec un dernier château sur le parcours de cette étape. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lieux touristiques du côté de cette journée dans la Vienne, la Haute-Vienne et la Creuse. Un petit peu, voilà, ça arrive parfois sur certaines étapes. Avec le château de Mont-le-Beau, qui date du 15e siècle. Alors, qui date au moins du 15e siècle, parce que la première fois que ce château est mentionné, c'est en 1497. Donc, vous avez une cour, une chapelle qui est en ruine en 1674, un four, diverses dépendances. La tour est entourée d'une petite muraille et près du château se trouvaient des fermes. Alors, le château n'est plus habité depuis la Révolution. Vers 1890, le propriétaire Hippolyte Sigaud l'aménagea en rendez-vous de chasse en réparant les toitures du côté sud et la tour d'escalier à l'abandon. Le château est restauré en ce moment par son propriétaire actuel. Alors à l'époque, il y avait aussi un étang qui n'existe plus. Voilà, et vous avez... il s'agit d'une des rares demeures nobles subsistantes des vassaux de la vicomté de Bridier, monument historique depuis 2003. Voilà ce château. On passe désormais, je vais réussir à faire une phrase en français, au tourisme sur la zone d'arrivée. Nous sommes du côté de Guéret, désormais de la préfecture de la Creuse. Guéret. Alors, on commence déjà par la présidiale de Guéret qui date du XVIIe siècle. Alors, j'ai pas de plus belle photo. Voilà, c'est la photo qui est aussi utilisée par le site du Tour de France qui vient de Wikipédia. En passant, elle était en meilleure qualité du côté de Wikipédia, mais il n'y a pas de photo, on voit le bâtiment de loin.
Sinon, je crois qu'il y a une seule photo, mais qui était en qualité absolument ignoble. Voilà, l'Office du tourisme de Guéret fait des photos à 250 sur 300 pixels, un truc comme ça, c'est assez exceptionnel. Donc la partie est de l'hôtel de ville est ce qui reste de cet édifice du XVIIe siècle qui servait de palais de justice au présidial et à la sénéchaussée de la Marche jusqu'à la Révolution, puis palais de justice au tribunal et à la cour d'assises de la Creuse jusqu'en 1835. Inscrit au monument historique depuis 1934, voilà ce bâtiment. Alors vous avez également l'hôtel des Moneyroux, je crois que voilà que nous voyons ici, cet hôtel des Moneyroux qui lui date du XVe siècle. Il était aussi appelé à tort le château des comtes de la Marche, sauf qu'aucun comte n'a jamais résidé à Guéret. Il fut construit en 1447 par le seigneur de Moneyroux, et l'hôtel a sans doute été construit en partie sur le site d'un petit château fort qui existait au XIe siècle. Au XVIIe siècle, l'hôtel fut agrandi vers le sud et vers l'ouest dans les anciens fossés de la ville par la construction des 3 pièces adossées à une partie du corps du logis principal. Et aujourd'hui, c'est le siège du conseil départemental de la Creuse et on peut visiter ce bâtiment seulement lors des journées du patrimoine. Et au premier étage se trouvent des peintures figurant des paysages de la région. Voilà. Alors vous avez également un musée du côté de Guéret, le musée de la Sénatorie, mais aujourd'hui il est encore en travaux et les travaux ont pris un petit peu de retard. Donc il ne sera ouvert qu'en 2026. Voilà. Il y a 17 000 œuvres dans ce château. Voilà. Au départ, le musée devait réouvrir en 2023 et puis ça a pris quand même beaucoup de temps. Voilà. Et puis on termine avec des activités à l'extérieur et le parc des loups. Voilà, vous voyez des loups ici à l'écran. Le parc des loups de Chabrières. Parc animalier des Monts de Guéret. C'est un parc zoologique. Donc, ouvert en 2001, qui accueille une cinquantaine de loups en semi-liberté sur 6 enclos, dont le plus grand atteint 19 000 m². Et il est géré par la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Puis vous avez également, pas très loin à côté, un labyrinthe géant des Monts de Guéret. C'est un labyrinthe végétal permanent créé dans la forêt de Chabrières, voilà, qui est l'un des plus grands d'Europe, avec des jeux de questions-réponses qui permettent de retrouver son chemin. Je ne sais pas si c'est vraiment un plaisir pour les petits comme les grands, pour les petits peut-être, pour les grands, au bout de la fin de la journée, on commence à être en dépression sur un labyrinthe. Donc voilà, labyrinthe géant des Monts de Guéret. Vous en avez marre après des enfants, hein. Je pense une journée dans un labyrinthe avec des enfants, c'est très compliqué. Voilà, donc labyrinthe géant des Monts de Guéret également, si vous voulez perdre vos enfants. Si vous en avez marre de vos enfants, voilà. Ça peut être une idée sortie. Voilà. On passe désormais à la nourriture, à la gastronomie du côté de Guéret, du côté de cette étape, même pas seulement du côté de Guéret. Alors vous avez la potée du Limousin, parce que bon, c'est la potée de la Creuse, mais qui est également la potée du Limousin. Les deux sont extrêmement proches. Alors c'est un plat rustique, réconfortant, qui se compose de choux, de pommes de terre, de carottes et de morceaux de porc. Le tout mijoté ensemble pour un résultat savoureux, comme nous le dit le... Ah non, c'est pas le site de l'Office du tourisme. Des fois, c'est le site de l'Office du tourisme que je me sers pour la partie gastronomie. Mais voilà, donc cette potée du Limousin que vous voyez à l'écran, mais qui en fait est très mangée dans la Creuse. De toute façon, je rappelle, la Creuse fait partie du Limousin, hein, de la région, l'ancienne région Limousin. Il y avait la Creuse, ancienne région Limousin. Et vous avez le tour du Limousin qui passe souvent par la Creuse. Voilà, donc cette potée limousine. On poursuit parmi les autres spécialités de la région. Vous avez du fromage. Et vous avez du fromage qui s'appelle le creusois. Alors faites attention, là on parle du fromage. Parce que vous allez voir qu'après on va réutiliser ce terme pour un autre produit. Alors ce fromage
qui est à pâte pressée non cuite pardon, au lait écrémé de vache. Il est fabriqué dans les laiteries de la Creuse en Nouvelle-Aquitaine. Le fromage, suite à un écrémage poussé, est très maigre et donne une pâte à texture élastique, presque translucide. Alors ce fromage est consommé essentiellement dans la région. Alors il peut se consommer en fondu ou dans des omelettes également, ou avec des pommes de terre frites, voilà. Donc on est sur une forme de tome qui fait entre 350 et 500 grammes avec un taux de matière grasse, donc comme c'est du lait crémé, seulement 5% de taux de matière grasse. Donc c'est extrêmement faible, voilà, comme taux de matière grasse. On poursuit avec le gouzon. Autre fromage, le gouzon de la région. Ce fromage est le plus ancien de la Creuse, c'est ce qu'on nous dit. Il est fabriqué, il est toujours fabriqué. C'est du fromage à pâte lactique et au lait thermisé. Voilà, alors l'affinage c'est 21 jours au minimum, donc c'est un fromage voilà, qui a du corps, comme on dit, qui a du goût. Voilà. Alors c'est un fromage qui n'est pas énorme, hein, il fait à peu près 240 grammes. Forcément, comme il a été affiné, il rétrécit légèrement. Et c'est du lait de vache entier. Voilà, qui permet de faire ce fromage, toujours fabriqué aujourd'hui. Ce fromage, ce gouzon, voilà. On poursuit avec des gâteaux désormais. Et on va reparler du creusois, du gâteau creusois ou le creusois, tout simplement, qui est ce gâteau typique de la Creuse. À base de noisettes. Alors sa recette proviendrait d'un parchemin du XVe siècle qui a été découvert lors des travaux en 1969 dans l'ancien monastère de la commune de Lamazière aux Bonshommes. Elle était écrite en vieux français ce texte a ensuite été traduit. Donc ce gâteau, vous pouvez retrouver même une partie de ce texte à l'Office du tourisme de Croc. Il y a une reconstitution voilà, de ce texte. Alors c'est une recette pâtissière secrète. Seulement 31 pâtissiers de l'association Le Creusois sont autorisés à fabriquer ce gâteau pur beurre aux noisettes. Voilà. Et qui va être vendu avec une étiquette pour certifier que c'est un de ces 31 pâtissiers qui a fait ce gâteau. Et il n'utilise que des ingrédients de la meilleure qualité. Hein. C'est scrupuleux, on va dire. Alors, pour une recette, on va dire, classique, si vous n'avez pas la recette officielle, si vous ne faites pas partie de ces 31 pâtissiers, eh bien, ce dessert nécessite en partie égale du sucre, de la farine, du beurre, ainsi que des noisettes en poudre, des blancs d'œufs et un sachet de sucre vanillé. Et désormais, l'association des pâtissiers creusois utilise des noisettes locales. Enfin, quasiment locales. Elles viennent du département d'à côté, elles viennent de l'Indre. Voilà, ces noisettes du sud de l'Indre qui permettent de fabriquer ce gâteau. Voilà, on a toujours besoin de l'aide du Berry pour faire de la nourriture. Mais voilà, le gâteau creusois que vous pouvez voir. Il y a également un autre gâteau très intéressant qui s'appelle... le trépaïs. Alors c'est un terme qui viendrait de l'occitan, voilà, qui voudrait dire en fait 3 pays, parce que c'est un gâteau qui est une spécialité des 3 départements de la région du Limousin. Alors c'est une spécialité pâtissière créée par un groupement de pâtissiers locaux. Vous avez 3 textures avec à la fois 3 parfums. Un fond de gâteau qui est en feuilletine. Vous avez au-dessus, ce qu'on voit en marron, c'est pas du chocolat, c'est une mousse de châtaigne et une mousse au chocolat noir au-dessus, un biscuit à la noisette et un glaçage au chocolat surmonté d'un marron glacé et de 2 feuilles vertes en pâte d'amande. Le gâteau doit porter une pastille en chocolat avec le logo du Limousin et trépaïs écrit dessus. Donc ça a été inventé par l'association régionale des pâtissiers du Limousin. Donc c'est un gâteau assez récent.
se trépaissent. Et puis vous avez une autre spécialité du Limousin, qui est une variante des clafoutis des flancs avec la flognarde que vous voyez ici, ce plat, ce dessert assez rustique. Eh bien, c'est un appareil d'œuf battu avec de la farine. Autrefois, on mettait de la farine de maïs, désormais de la farine de blé. On va rajouter du sucre, du lait, et puis on va mettre des pommes, des rainettes, normalement, coupées en morceaux ou des prunes dénoyautées. Et ensuite, on va la cuire dans un plat qui va au four, qu'on va généreusement beurrer, car le gras, c'est la vie. Voilà, donc c'est un plat que l'on peut consommer tiède ou froid, hein, cette flognarde qui peut être écrite de différentes manières, avec un O, avec AU également, ça peut s'écrire flagnarde ou encore flougnarde. Voilà, donc plusieurs écritures possibles. C'est originaire du Limousin et du Périgord. On peut la faire avec des pommes, des poires ou des prunes. Donc en ce moment, c'est la saison des prunes. Vous pouvez faire une flognarde si vous avez envie de vous faire un petit gâteau dans l'après-midi en regardant l'étape du Tour de France. Et que vous avez des pommes dans votre frigo. Ça, c'est aussi la deuxième obligation. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Et cette histoire du Tour de France, eh bien, nous emmène au Futuroscope. On a déjà eu des départs d'étapes depuis le Futuroscope. Ben oui, je rappelle que ça a appartenu à Amaury. Donc des fois, on a fait d'une pierre deux coups. Notamment en 2000, où on avait eu bien la première étape qui était un contre-la-montre et la deuxième étape qui était également une étape en ligne, pardon. Et ce jour-là, c'était David Millard qui s'était imposé, mais je ne sais plus si ça fait pas partie des victoires qui l'ont été retirées à David Millard, qui a été ensuite pris pour dopage. En 99, on a vu également un contre-la-montre au Futuroscope lors de la 19e étape, bon, remporté par Lance Armstrong, mais ça fait partie des victoires qui lui ont été retirées. Et il y avait eu une étape en ligne qui était arrivée la veille, qui avait été remportée par Giampaolo Mondini. Beaucoup d'étapes sont passées par le Futuroscope, des contre-la-montre par équipe, notamment en 1990, ou encore des étapes en ligne aussi, un prologue en 90 remporté par Thierry Marie, aussi la fameuse étape de 87 dont on avait parlé hier, remportée par Stéphane Roche. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'étapes depuis 86 qui sont arrivées au Futuroscope. Avant, on n'appelait pas ça... Enfin, peut-être que d'autres étapes auparavant sont passées par des communes autour du Futuroscope, mais avant, ça ne s'appelait pas le Futuroscope, hein, tout simplement. La dernière étape, elle date de 2000. Hein, on n'a pas été au Futuroscope depuis 2000. C'était une étape c'était un sprint qui partait du Futuroscope pour aller à Loudun, qui avait été remporté par Tom Stills. Voilà, ce jour-là, du côté du Futuroscope pour ce Tour de France. Eh bien, on passe désormais à Guéret, du côté de la ville de Guéret. Là, on a eu une fois arrivée d'étape seulement à Guéret. Et oui, la préfecture de la Creuse a souvent été délaissée par le Tour de France. Étape qui partait de Saint-Léonard-de-Noblat, la ville de Raymond Poulidor, et qui arrivait du côté de Guéret. C'était une étape toute plate. Ce qui n'est pas facile à réaliser dans la région, hein, de faire une étape toute plate entre Saint-Léonard-de-Noblat et Guéret. Elle faisait 160 km et elle avait été remportée par Robbie McEwen ce jour-là. L'Australien avait battu Tourusoft, Stuart O'Grady, Jérôme Pinault avait fini 4e. Ce qui est peut-être son meilleur résultat sur l'étape du Tour de France. Et Eric Zabel avait été battu par Jérôme Pinault, il avait fini 5e. Et je ne sais pas ce qui s'était passé du côté de la Cofidis, parce que Stuart O'Grady avait fait 3, et Jeanette Tombak, qui était également un lanceur estonien de l'équipe, avait fini 6e. Et Tom Boonen avait pris que la 7e place. Il s'était raté ce jour-là, Tom Boonen. Et à ce moment-là, c'était déjà Thomas Voeckler qui était maillot jaune du Tour de France. Et c'était Paolo Bettini qui avait le maillot à pois, parce qu'il faut savoir qu'en 2004, le maillot à pois a été porté seulement par des coureurs de la Quick Step. Au départ, Bettini, sur, on va dire, les 10 premières étapes du Tour de France. Et puis ensuite, eh bien, ça sera Richard Virenque
qui va porter ce maillot jusqu'à l'arrivée, notamment à partir de l'étape de Saint-Flour. Voilà qu'il va remporter le lendemain, ce qui lui permettra de prendre ce maillot à poids à la place de Paolo Bettini. Voilà, donc le maillot va rester pendant toute la course du côté de Stortogradi, étape que j'avais vue moi en intégralité. L'étape Limoges-Saint-Flour, c'était au tout début des étapes en intégralité. Voilà, je crois que les premières étapes en intégralité, ça devait être 2002, ça devait peut-être dans ces eaux-là. Et là, c'était la plus longue étape du Tour de France, ça faisait 237 km, ça commençait... l'étape a duré 6 heures, et je peux vous dire que l'étape a démarré extrêmement tôt. Voilà. Et il faut savoir que Richard Virenque avait reçu une vache Salers au lendemain de sa victoire. Voilà. Et que Axel Merckx n'avait pas aimé être lâché par Richard Virenque, puisque Richard Virenque était parti à 70 bornes de l'arrivée, voilà, très très loin de l'arrivée, il avait fait 200 km d'échappée, ce coup-là, Richard Virenque, et il avait dû faire 60-70 km en solitaire. On poursuit du côté de cette étape bien avec la cycliste du jour, le cycliste du jour. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe. C'est la FDJ Suez. Pourquoi je vais parler de la FDJ Suez, cette équipe qui existe depuis 2006? Tout simplement parce qu'à une époque, elle a été sponsorisée par le Futuroscope. Et oui, avant que FDJ arrive, pendant très longtemps, cette équipe a été sponsorisée par le Futuroscope dans ses premières années de fonctionnement. Et puis même, le Futuroscope est resté un partenaire, je pense, jusqu'en 2020, 2022, où le nom Futuroscope, 2022, voilà, où le nom Futuroscope était accolé au nom de l'équipe, car l'équipe a été formée dans la Vienne, voilà, et puis cette équipe Vienne Futuroscope, qui voilà, a été soutenue par le département de la Vienne, puis ensuite par le Poitou-Charentes, ce qui a permis de gonfler le budget de l'équipe à partir de 2014, et bien entendu l'arrivée de la FDJ comme co-sponsor, à partir de 2017, a vraiment permis à cette équipe de se renforcer, notamment ces dernières années, avec l'arrivée de Demi Vollering, Juliette Labousse, et puis avec des petites jeunes formées dans l'équipe qui performent bien. Je pense à Vita Music, je pense également à Marie Lenette, la dernière championne de France. C'est une équipe qui a eu pas mal de championnes de France, même je pense également à Jadeville. Également du côté de cette formation, et vous avez notamment des jeunes filles de talent encore. Je pense à Célia Géry qui a fait un très bon tour d'Italie par exemple. Donc voilà, vous avez une équipe vraiment de qualité, même si c'est vrai que la chute de Demi Vollering n'a pas aidé. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes mardi. Il est 10h40 précisément, donc je ne sais pas encore si Demi Vollering va repartir ou non pour l'étape numéro 4. Donc voilà, c'est une équipe qui est dans le cyclisme féminin depuis très longtemps. Ça a été la première grosse structure féminine de cyclisme féminin, et en victoire sur l'année 2025, on les enchaîne un petit peu. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais on a eu Victoria Guazzini avec le titre du contre-la-montre au championnat d'Italie. Donc il y a eu Amber Krak qui a remporté une étape sur le Tour de Suisse, Ali Wollaston qui avait remporté une étape sur le Tour des Pyrénées, bien aidé par Marie Lenette. Le Tour d'Espagne également, l'Estrade Bianche. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La Cadel Evans, le Tour du Pays Basque. Enfin voilà, beaucoup de très très bons résultats depuis le début de saison dans cette formation. Ça fait déjà depuis plusieurs années que cette équipe a des très bons résultats. On rappelle l'équipe dirigée par Stéphane Delcourt et par Emmanuel Morin. Emmanuel Morin, ça va de mieux en mieux. Emmanuel Morin, c'est le coureur qui est passé par la Cofidis, qui est maintenant chez Roubaix, je crois, Ligne Métropole. Non, c'est Stéphane Delcourt et Emmanuel
Merlot, voilà, qui dirige cette formation. Voilà, depuis maintenant de nombreuses années, hein, il fait partie de l'encadrement de cette équipe. On poursuit du côté de cette vidéo avec eh bien, le temps, la météo, un temps qui va être très nuageux, avec un risque de pluie aux alentours de 50%. Donc on devrait avoir des gouttes de pluie du côté de cette étape, faire attention donc dans les descentes. On n'est pas forcément sur des routes très larges. Alors, ce ne sont pas forcément des grosses descentes techniques, mais comme on n'est pas sur des routes qui sont très larges, il faut toujours faire attention, surtout que parfois le goudron n'est pas toujours en très bonne qualité. Température entre 20 et 25 degrés, ça a vraiment... 25 degrés, c'est plutôt sur le début de journée, et puis on atteint plutôt les 20 en fin d'étape, donc il va y avoir un petit refroidissement au cours d'étape, et puis un vent d'ouest entre 10 et 25 km/h, voilà, du côté de cette étape, donc il va plutôt pousser les coureuses. Du côté de la stratégie, on va peut-être avoir un petit groupe d'échappés, voilà, avec les équipes qui ne sont pas forcément d'un très grand niveau, qui vont essayer d'anticiper. Je peux penser à la Saint-Michel-Aubert 93, à la Wingspace, pourquoi pas la Volker Wessel également, qui peuvent essayer du côté de ces équipes, pourquoi pas la Roland également, du côté des World Tour, mais après... On sait très bien que c'est une étape pour leader, que la longueur va pas aider les coureuses en échappée. Et après, c'est certainement un leader qui va s'imposer, une leader qui va s'imposer sur cette étape. Dommage que Kopecky soit pas en grande forme. Ça aurait pu une étape qui aurait pu complètement lui convenir. Mais en ce moment, c'est pas la très grande forme du côté de Lotte Kopecky. Donc moi, je pense à une victoire dans le peloton. Mais un peloton, encore une fois, réduit, hein. Je ne m'attends pas à un peloton de 120-130 concurrentes à l'arrivée de cette étape. Du côté de mes favorites, je pense à Puk Peters, la néerlandaise. Très punch, enfin beaucoup de punch, Puk Peters. On rappelle, elle vient du VTT, elle a fait également du cyclocross. Puk Peters, elle a beaucoup de punch. Là, en gros, c'est les 40 derniers kilomètres qui sont difficiles. Dernière heure de course, tiens, c'est pile le format d'une course de cyclocross. Donc ça pourrait être l'idéal pour elle sur cette étape. Je pense également à Liane Lippert, parce que sprint sur le plat, elle a démontré qu'elle peut faire des top 5 face aux meilleures sprinteuses. Donc là, je suis pas sûr qu'on aura Vibus, je suis pas sûr non plus qu'on aura Marianne Vos sur cette étape. Donc ça peut être une bonne chance. Et puis Kim Lecourt, là également une grosse pointe de vitesse du côté de la concurrente de l'île Maurice. C'est une capacité, pourquoi pas, à reprendre le maillot jaune sur cette étape. J'ai pas mis Ferrand Prévot, c'est pour pas lui porter la guigne. Elle peut faire partie des favorites également, Ferrand Prévot, sur cette journée, parce que ça correspond à ses qualités. Elle aussi, elle a fait du cyclocross à une époque. Donc voilà, les difficultés dans la dernière heure de course, ça va pas lui faire peur. Grosse cote de cette journée, j'ai mis Lily Williams. Voilà, là aussi une fille qui a une bonne pointe de vitesse, qui sait passer les bosses. Donc je me dis, voilà, elle a fait une bonne saison de classique flandrienne. Lily Williams, donc je me dis pourquoi pas, voilà, pour l'américaine. Programme télé, le départ fictif donc à 13h20. Départ fictif qui va durer un quart d'heure. Rillet qui sera à 111 km de l'arrivée entre 14h53 et 15h01. Donc à ce moment-là, il n'y aura toujours pas de retransmission télé qui ne commencera qu'à 15h30. On sera un peu avant les Trilles, donc aux alentours de 80 km de l'arrivée pour 15h30. Les Trilles, c'est à 76 km de l'arrivée entre 15h43 et 15h56. Dans le Palestel, au niveau du sprint intermédiaire, à 39 km de l'arrivée entre 16h36 et 16h55 pour une arrivée prévue entre 17h32 et 17h57. Sur ce Tour de France féminin, c'est vrai que les arrivées sont plutôt tardives. Voilà, hein, on est plutôt sur la deuxième moitié de la tranche de 17h. Et presque parfois 18h si les filles prennent du retard. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!